Chers amis, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Expression Livre. Alors, d'abord, doublement bienvenue, puisque première émission de la saison. Et j'ai voulu faire quelque chose d'un peu original. Non, pas d'inquiétude, on reste dans la littérature. Mais on va parler adaptation littéraire dans un autre grand art, qui est celui du cinéma. Et pour cela, j'ai comme invité Farouk Beloufa, metteur en scène. Farouk Beloufa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je sais que vous avez un passage très bref à Alger. J'ai profité pour vous mettre la main sur le collet. Titre d'un film de Hitchcock, d'ailleurs. J'apprécie. Alors, Farouk Beloufa, metteur en scène, connaît surtout pour le film Nahla, qui a été tourné dans 78, à peu près 78-79, qui est sorti, film d'ailleurs télévision, film RTA, qui a été tourné entièrement au Liban, sur les débuts, les prémices de la guerre du Liban, avec le personnage principal qui était une chanteuse, Nahla, qui perd la voix, avec une symbolique. Et puis, vous avez bien avant cela, dans les années 72, 73, si mes souvenirs sont bons, vous étiez au service national et vous avez monté un documentaire dont le titre était Libération. Insurrectionnel, plus exactement. Pardon, insurrectionnel, exactement. Insurrectionnel. Et puis vous allez nous dire quand même quelques mots parce que vous ne l'avez jamais signé en réalité, ce film. Vous l'avez signé, mais il a été, comme on dit, contrefait, redécoupé, et vous n'avez pas voulu le signer. On m'a même pas demandé. On ne vous a pas demandé votre avis. Non, c'est réalisation collective. C'est pas mal, ça. Et c'est beaucoup d'humour, effectivement. Ouais. J'ai plus entendu parler à partir du moment où je terminais le montage, j'avais fait un pré-mixage, et on m'a demandé à le voir au ministère de la Culture. Et puis, je n'ai plus eu de nouvelles. Simplement, un jour, j'ai appris qu'il y avait un film qui s'appelait Libération, réalisation collective, qui semblait utiliser des plans que je connaissais. Il y a beaucoup de plans, 80% pratiquement. Oui. Ouais. Bon, mais c'est un tout autre montage, et malheureusement, j'ai pas retrouvé le montage. L'original. Voilà, l'original. Là, je me souviens, parce que c'était comme ça qu'on s'est un petit peu connus. Absolument. À cette époque-là, vous étiez à Paris pour faire tout ce qui était au niveau technique, y compris, il y avait un commentaire que vous aviez beaucoup travaillé avec différentes personnes, je crois. Voilà, exactement. Et c'est un film sur l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la guerre de libération, mais aussi ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait un peu après, et qui faisait un peu le portrait d'un certain nombre de personnages historiques, de mouvements sociaux, politiques, qui ont été impliqués dans le processus de libération nationale. Et donc, voilà, enfin, j'ai plus eu de nouvelles et je le regrette. Vous n'avez même pas une copie de l'original? Non, même pas. Le négatif a été détruit. Le montage négatif de Insurrectionnel a été détruit. Voilà. Alors, après Nahla, vous avez déposé plusieurs projets. Et justement, on va trouver un projet qui est ce qu'on appelle de l'écrit à l'écran. Parce que vous avez énormément travaillé sur un magnifique ouvrage, Le pain nu. Oui, absolument. De Choukri. De Mohamed Choukri. Ouais. Et alors, là aussi, vous avez eu des déboires absolument incroyables, des obstacles, des barrières pour mettre en place ce film. Ouais. Mais comme le but de l'émission, c'est aussi de parler de comment, quelles sont les difficultés ou comment on appréhende à partir d'un roman pour en faire son adaptation au cinéma. Alors, on va partir justement de ce cas concret. Le pain nu. Comment vous avez... Je sais que dès que vous l'aviez lu et qu'il a été entre vos mains, cet ouvrage vous a totalement bousculé, vous l'avez trouvé magnifique, et tout de suite vous vous êtes dit, je vais l'adapter, je vais en acheter les droits, etc. Oui, ça il m'a tout de suite intéressé. Il y a même des choses très précises qui m'intéressaient dans ce roman autobiographique.
J'avais trouvé des partenaires, des interlocuteurs qui étaient intéressés à le produire, dont Tariq Ben Ammar et Aloulou, qui est son associé, quoi. Oui. Donc il devait être tourné. J'ai même été faire des repérages à Tanger et à Sousse, en Tunisie. Donc voilà. Le Pain Nu raconte une autobiographie de l'auteur qui raconte sa vie, à la fois enfant, adolescent, dans les années fin de la Seconde Guerre mondiale, 45, 50. Débarquement allié, etc. Voilà, jusqu'en 60. Et donc, il me paraissait intéressant de travailler sur, de montrer un peu la vie misérable qu'a vécu cet auteur, Mohamed Choukri, et dans des milieux absolument exclus de toute la société de l'époque, quoi. Et donc, effectivement, l'adaptation, elle portait... un des axes, c'était de développer un des personnages féminins, une jeune femme marocaine de Tanger, avec qui il a eu une relation amoureuse, et qui était en fait ce qui était très souvent le cas, c'était une prostituée. Et le film raconte, donc il y a un côté, effectivement, la misère de la société de Tanger de l'époque, mais aussi le cosmopolitisme de cette ville, de la vie qu'il y avait à l'époque dans cette ville. Et d'ailleurs, Tanger est connue pour ça. Elle est connue comme étant une ville qui recevait à la fois des écrivains... C'est un carrefour extraordinaire. Voilà. Mais il y avait effectivement beaucoup d'écrivains, notamment d'écrivains américains, qui sont restés à Tanger pour écrire, qui sont restés un grand moment là-bas. Exactement. Dont en particulier Paul Bowles, qui est un grand écrivain, quoi. Voilà, qui vivait à Tanger jusqu'à récemment, quoi, jusqu'à son décès, quoi. Alors, comment vous avez après, quand on a un roman comme Le Pain Nu ou un autre, parce qu'il y a eu, à un moment donné, vous en avez eu tellement marre, il n'y a pas d'autre mot, tellement d'obstacles, de difficultés pour l'adaptation du Pain Nu sur le plan cinématographique, mais je dirais presque en même temps. Il y a toujours eu cette idée de faire un film sur Isabelle et Bérard. Est-ce que vous vouliez faire un film sur Isabelle et Bérard à partir de ses écrits, ou en même temps et par rapport à ses écrits et à sa vie? Parce qu'il y a des écrits d'Isabelle et Bérard. Non, ce n'est pas ses écrits, c'est sa vie. Sa vie, même. Ce qui est intéressant dans Isabelle et Bérard, c'était, à l'époque, c'était avant le phénomène de l'intégrisme, en fait. Et Isabelle et Bérard était une jeune femme qui était subjuguée, il n'y a pas d'autre mot, subjuguée par l'islam, et qui a même été agressée par un jeune adolescent fanatique qui l'a agressée avec un sabre. Et cette blessure même, cette agression, elle l'a transformée, elle l'a transmutée, elle en a fait un signe du divin qui lui était destiné, à la réveiller, oui, c'est ça. Ou à l'éveiller plutôt. Elle avait une mission, elle était prédestinée à une mission qui lui était révélée à travers cet acte violent et agressif, voilà. Et c'était son explication. C'est qu'elle avait une mission à réaliser sur Terre en rapport avec l'islam, et elle lui était transmise par son agresseur. Et donc elle avait un rapport très particulier avec cet agresseur. Tout ça étant médiatisé par l'islam d'une manière fantasmatique. Et donc le personnage était pour moi très intéressant en rapport avec l'intégrisme, justement. Mais une fois que l'intégrisme s'est affirmé collectivement, le projet, pour moi, est devenu moins intéressant. D'accord. Alors, revenons à la question de l'adaptation d'un écrit au cinéma. Alors, Pain Nu, mais je sais que vous êtes, en dehors d'être metteur en scène, vous êtes un cinéphile averti. Alors, je vais vous prendre un exemple de deux types d'adaptations, je dirais, qui ne sont pas en opposé. On prend le Guépard de Lampedusa, roman de Lampedusa, qui va être adapté à l'écran par Visconti, et on prend un autre italien, Alberto Moravia, Le Mépris, adapté par Godard. Alors voilà, par exemple, deux adaptations, et alors, en plus deux films absolument magnifiques, l'un comme l'autre. Deux chefs-d'œuvre. Deux chefs-d'œuvre. Alors... Oui. Non, ce qui est intéressant, c'est que dans tout processus d'adaptation, parce qu'on ne peut pas tout prendre, ce qu'il y a dans un roman, et tout ce qu'il y a dans un roman ne peut pas devenir les séquences d'un film. Par contre,
Et disons que ce que je trouve, moi, intéressant, c'est de procéder à un travail à la fois de condensation et en même temps de dilatation, d'expansion de certaines scènes. Et justement, Le Guépard est un film particulièrement intéressant sur le plan de l'adaptation. Parce que, par exemple, une des plus belles scènes du film, c'est un bal. Oui, la scène du bal, à la fin. À la fin, ouais. ce bal qui dure, qui est interminable. Pas, oui. Alors que dans le roman, ça tient en 4 lignes. Mais dans le film, il donne un tempo à travers les valses, à travers toutes les danses, l'atmosphère qu'il y a. Et maintenant, disons que le tempo du bal est en train, va dénouer tout ce qui a été mis en place. Ouais. C'est-à-dire, ça a une fonction dramaturgique qui est différente. C'est pas de l'illustration, c'est que cette scène qui est interminable devient sublime parce qu'elle exprime tout ce qui a été exposé avant, la transformation de la société italienne de l'époque. Voilà. Et les nouvelles alliances qui se... Voilà. L'aristocratie, un peu déchue, qui commence à un petit peu partir en quenouille. Et puis, bon, la bourgeoisie montante. Voilà. Donc, il faut faire des alliances, quelquefois dites contre nature, mais il faut bien quand même que les riches sauvent leur peau. Oui. Et alors, voilà une adaptation, je dirais que, effectivement, de la part de Visconti. Oui. Vous dites condensation. Oui. C'est comme un rêve. Par moment, dilatation. Oui, oui. Ouais. Condensation. Dans le rêve, il y a le déplacement. Ouais. Et dans un film, il y a des choses qui sont contractées et des choses qui vont s'expandre. C'est-à-dire, les séquences vont être développées. Et il y a un second discours qui va émerger derrière ce rythme. Un discours filmique. Et qui dit quelque chose à l'intérieur de la dramaturgie du film. C'est-à-dire et en l'occurrence, dans Le Guépard, dans le film, ce qui est dit, c'est comment tout va se dénouer. C'est l'aspect magique de toutes les forces en présence, des rapports qui se régulent au cours du film, qui se mettent en place. Et tout à coup là, c'est la révélation. Parce que c'est aussi dans la scène du bal, où plus ou moins il va y avoir, je dirais de façon passionnelle, mais de façon aussi, pour la raison et pour l'argent, hein, que vont se retrouver Claudia Cardinal, qui est la fille d'un riche mais roturier, hein, et puis Alain Delon, qui est le neveu du personnage pratiquement principal, qui est lui l'aristocrate, mais qui sent que bon, cette société part en décadence, et qu'il faut se maintenir. Hein, oui, c'est ça. Qu'il faut prendre le train en marche. Voilà. Il faut faire vite. La page se tourne et le bal concrétise, il cristallise justement ce passage-là. On tourne la page et on met en place de nouvelles alliances, une nouvelle dynamique. Et c'est à travers une histoire d'amour, et elle est somptueuse. C'est-à-dire qu'il y a une histoire d'amour, mais derrière, il y a autre chose qui est un événement historique. Et c'est ça, la force de ce film. C'est l'Italie nouvelle qu'on est en train de construire. Le Risorgimento, d'ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, on va retrouver, Bertolucci rend hommage au film de Visconti, puisque dans 1900, la première scène, c'est toujours avec le même acteur, Burt Lancaster, qui va dans cette étable, qui se met pieds nus et qui rentre ses pieds dans la bouse de vache en triant, c'est-à-dire, on voit bien que ça y est, c'est fini, cette aristocratie est terminée, hein, et que 1900 va donner un coup d'envoi au grand machinisme, etc., et que c'est terminé, cette vieille aristocratie qui vivait dans des palais luxueux, qui d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, n'ont plus que, si je puis m'exprimer ainsi, la peau sur les os, quoi. C'est les vieux palais italiens de cette région du sud de l'Italie. Aujourd'hui, ce sont des survivances. C'est des survivances comme ça. Bon. Alors, prenons l'autre. On va barrer de l'autre côté. Oui, Godard, Alberto Moravia. Voilà. Alors là, c'est autre chose, c'est un autre mécanisme. C'est-à-dire qu'il va mettre, Godard met en parallèle le couple composé par Piccoli et Brigitte Bardot, qui est un couple moderne, qui a une problématique de couple moderne, mais il va mettre ça en miroir avec le couple de l'Odyssée, de l'Iliade et l'Odyssée, conçu donc par Homère, entre justement Ulysse et Pénélope. Et il va mettre ça en miroir, il va les mettre face à face sur les raisons qui ont fait que Ulysse est parti en voyage, est parti conquérir et visiter des îles, enfin du paysage, quoi, et que Pénélope l'a attendu, mais qu'il y avait des prétendants, et que la problématique qui est celle du film que Fritz Lang doit tourner,
puisqu'il doit faire une adaptation du livre d'Homère, de l'Odyssée. Et est-ce que réellement Pénélope a repoussé les prétendants et a attendu Ulysse, ou est-ce qu'il s'agit de toute autre chose avec ses prétendants comme enjeu? Bon, ce que fait Godard, c'est qu'il a mis en deux types de couples, un de l'Antiquité, un de la modernité, face à face, et le film est magnifique pour ça, parce que en plus, il utilise une star dans le rôle d'une petite secrétaire, comme dans le livre de Moravia, mais en même temps, le film est un documentaire sur cette star. Ouais. Et c'est ça qui est très fort, c'est un des plus beaux films de Brigitte Bardot, mais le film, il joue sur ces registres, et il a un charme fou à cause de ça. Et sur l'audace même de la proposition esthétique et d'un point de vue, comment dire, d'écriture romanesque, scénaristique. Il y a un tournage de film dans le film. Alors, bien sûr, il y a une réflexion, il y a un effet miroir. Ouais. Mais il y a un tournage de film, mais il faut remarquer que les personnages sont très symbolisés. Ouais. Minerve, par exemple. La statue. C'est une statue avec le fond de l'œil peint en bleu. Enfin, il y a un travail sur la figuration d'images qui n'est pas simplement un travail d'illustration d'un film qui se tourne par Fritz Lang. C'est surtout la référence de... Je ne sais pas comment, des idéogrammes, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'image, en fait? Il y a cette réflexion sur l'image, à la fois celle que donne le film de Godard, mais aussi les différentes images, les différentes représentations. Oui, ça me fait penser bien souvent, Farouk, est-ce que sont les hiéroglyphes? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a en même temps une image, mais en même temps c'est un discours. Oui, c'est ça. C'est de l'écrit, je veux dire, c'est une écriture. Voilà, c'est du sens. On a même tellement, parfois on a tellement voulu, parce que c'était tellement difficile, parce que quelquefois c'était pas comme ça. Les hiéroglyphes, ça peut avoir d'autres types de métaphores. Hein. Et puis malheureusement, on est allé jusqu'à, maintenant à cause du tourisme, faire des hiéroglyphes, des alphabets, c'est-à-dire A, B, C, etc. Et tout ça, pour un petit peu, hein, pour vendre un t-shirt à quelqu'un en lui disant on peut vous mettre votre nom, Farouk, en hiéroglyphe. Donc on a mis hiéroglyphe, c'est A, c'est une réduction absolument terrible. Ouais. Mais c'est l'idée, hein, c'est-à-dire que Godard, pour moi, hein, en adaptant le film Le Mépris, en n'allant pas à la lettre, dans ce film, hein, lui donne une dilatation absolument inimaginable, mais qui n'est pas la même dilatation que va faire Visconti dans... Exactement. Par exemple, dans Le Mépris, il y a une scène qui est interminable d'appartement. On n'a jamais vu, avant ce film, un appartement filmé de cette manière. C'est un appartement qui n'est pas terminé, qui est encore en travaux. Il y a des portes vitrées, mais il n'y a pas de vitres. Donc les personnages, ils se déplacent dans cet appartement et ils traversent les portes tout en l'ouvrant et la refermant. C'est-à-dire qu'ils traversent, ils passent au travers de la porte. Il y a des travelling à l'intérieur de l'appartement parce que c'est un couple en crise. Et donc ils sont à la fois dans des moments très différents d'entente, de conflit, d'agression. Il la gifle, elle lui rend. Il y a un truc, il veut savoir la vérité. Et donc il a fait asseoir de force autour d'une table avec une lampe au milieu, et au lieu de faire, comme dans le cinéma classique, un chant contre chant, la caméra fait un va-et-vient, comme ça, d'elle à lui, de lui à elle, et il s'amuse à faire tout l'inverse d'un chant contre chant, dans un moment de vérité qui est, le chant contre chant, c'est dans le cinéma, le type d'articulation qui a été élaboré pour faire émerger la vérité. Lui, il fait tout l'inverse. Et c'est une scène comme ça de vérité, effectivement. Et c'est un couple qui est défait, c'est un couple qui va se séparer. C'est-à-dire quand l'histoire commence, déjà le malentendu entre eux est en place. Et maintenant, on va voir comment cela va être révélé tout au long de l'histoire. Et donc cette scène d'appartement, du mépris, qui prend les 3/4 du film, et il se passe une infinité de choses, ils se déshabillent, se rhabillent, enfin bon, je veux dire, c'est vraiment, on rentre dans leur intimité de personnages, enfin, et ça prend une dimension à la fin qui dépasse tout ce qu'on pouvait croire que le cinéma pouvait faire. Alors,
on va rester encore une petite seconde, sur quelques petites minutes, pardon, sur ce film, Le Mépris de Godard, enfin l'adaptation de Moravia. C'est que tout le long du film, Godard a vu, à un moment donné, on voit la grue, cinéma, etc. On voit bien qu'ils sont en train de tourner un film. Mais il va encore plus loin. C'est qu'il dit, oui, je suis en train d'adapter un roman, c'est clair, il est connu, il est très connu, le bouquin de Moravia, il a un succès extraordinaire. Mais attention, je fais du cinéma, là. J'adapte pas, je fais du cinéma. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Pour bien prouver qu'il fait du cinéma, il met dans son film Jack Palance. Il joue son propre rôle, l'acteur, Jack Palance, et mieux encore, il va mettre Fritz Lang, qui est un des premiers plus grands metteurs en scène au monde, qui va parler, lui, de cinéma. Il va avoir un discours sur le cinéma à l'intérieur du film. Et là, Godard nous dit, oui, je suis plus du tout dans le livre, parce que si vous croyez que je vais vous coller cela l'un dans l'autre, vous faites complètement fausse route. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est quand même un discours assez étonnant parce que moi je vais le retrouver, enfin, on va le retrouver, on va prendre quelque chose de complètement différent. Adaptation de Guerre et Paix, du corps, très américanisé comme film, et puis adaptation par Wim Wenders d'un roman de Patricia Smith qui s'appelle L'Ami américain. Là aussi. On va voir. Bon, effectivement, c'est une fresque historique, Crime et châtiment, etc. Mais il va tenter de coller au plus près du corps au roman. C'est pas que le film soit pas bon. Mais enfin, bon, c'est un petit peu comme aujourd'hui, on peut dire, c'est pas la peine que j'aille lire le bouquin, de toute façon, j'ai vu le film. Et puis, Wim Wenders va complètement faire exploser L'Ami américain de Patricia Smith, le roman, complètement autre chose, qui n'est plus du tout le roman de Patricia Smith. Oui, toujours sur la question d'adaptation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut, pour moi, c'est ce que dit Godard, et sans doute Wim Wenders aussi à sa manière, c'est-à-dire qu'il faut s'émanciper des formes qui sont un peu scolaires. De croire qu'une adaptation, il ne faut pas prendre à la lettre le mot adaptation. C'est l'esprit qui est important. C'est-à-dire que ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit. C'est-à-dire qu'une adaptation, on va retrouver la problématique ou une autre problématique à partir d'un argument qui vient d'un roman. Et l'illustration simple d'un roman est une courte vue. C'est quelque chose qui ne va pas bien loin. Et effectivement, le film de Guerre et Paix montre bien qu'on croit retrouver l'imagerie du roman dans le film. Et ça, c'est restreindre la portée de l'adaptation. Ce qui est beau chez les auteurs modernes dont on parle, c'est-à-dire Godard et Wim Wenders, c'est qu'ils montrent que le cinéma est un art majeur. C'est-à-dire qu'il ne va pas se soumettre à une illustration d'un livre, mais au contraire de retrouver quelque chose qui est dans le livre, peut-être de manière secondaire d'ailleurs, et de le mettre au premier plan. Et de montrer que le cinéma est un art majeur parce qu'il va déployer son propre discours, sa propre spécificité, à partir d'un argument qu'on a trouvé dans un roman ou dans une nouvelle, etc. Et c'est ça que je trouve très audacieux, notamment pour moi dans Le Mépris. C'est très audacieux et ça crée une toute autre beauté, une toute autre... et ça dit quelque chose sur le cinéma. D'ailleurs, il y a une phrase que dit Fritz Lang. Bon, c'est un monument, Fritz Lang, dans le cinéma expressionniste allemand. C'est un très grand cinéaste américain qui a fait des polars, qui a fait des films noirs, etc., qui a fait des westerns. Disons que c'est quelqu'un qui s'est affirmé dans le cinéma, mais il lui fait dire une chose extraordinaire sur Hollywood, dans Le Mépris. Et c'est là où c'est vraiment... Fritz Lang cite une phrase de Brecht qui dit « Hollywood est un marché où l'on vend des mensonges. Plein d'espoir, je me range du côté des vendeurs. »
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Lucidité parfaite, c'est ce que Voilà. Hollywood. Ce qui n'empêche pas l'amour du cinéma. Oui, Voilà. absolument. Alors justement, tiens, vous me tendez la perche, parce que malheureusement, de très grands réalisateurs, peut-être pour des raisons malheureusement financières, parce qu'ils ont eux-mêmes été au bord de la faillite en montant certains films, même si ces films ont eu comment on appelle ça, une reconnaissance mondiale. Je prends juste l'exemple de Coppola. Bon, Coppola qui va partir, voilà, Coppola qui va adapter 2 romans. Le premier, c'est, comment on appelle, pour Apocalypse Now, hein, qui est un roman de Conrad, n'est-ce pas, au cœur des ténèbres, qui est un petit roman, hein, qui fait 150-200 pages. Hein. Ouais. Et puis, il fait complètement différemment, il le fait totalement, avec une autre vision, guerre du Vietnam, etc. et tout cela. Et puis il va adapter bien des années après Dracula de Bram Stoker. Qui pour moi était vraiment, justement, là il colle complètement, il essaie de coller au roman quasiment en utilisant même, je dirais, une sorte de maquillage, parce qu'il y a beaucoup de... Aujourd'hui, grâce aux techniques modernes, etc., bon, on peut faire des effets spéciaux très faciles, je dirais, mais qui visuellement, évidemment, pour le spectateur, sont magnifiques, etc. Mais pour moi, il est passé totalement à côté du livre de Bram Stoker, qui était... un livre fantastique, qui était pratiquement, pour moi, au niveau de l'écriture, presque les prémices de ce que vont être les surréalistes par la suite. C'est-à-dire avec ce fantastique de Mary Shelley, etc., et tout cela, de Frankenstein, tout ça, qui sont quasiment au début, hein, avec de Byron et tout cela, hein, une sorte de romantisme en même temps fou. Et puis il le rate complètement pour moi. Le film visuellement est très beau, hein. Mais voilà le même réalisateur qui fait à un moment donné quelque chose de très beau, et puis un ratage. Oui, parce qu'il est tombé dans le piège avec Dracula de l'illustration. L'illustration est une limitation. Ça peut être une commande, hein, je ne sais pas. Probablement, à mon avis, bon. J'espère. Mais avec le film, avec la nouvelle de Conrad, il a fait autre chose. Il a retrouvé un univers intérieur. Et il a exprimé ça bon, à travers la guerre du Vietnam, etc. Mais dans l'un, il y a un geste, comment dire, de création à partir de la nouvelle. Ça l'a inspiré, mais il l'a dépassé, il l'a transcendé. Alors que dans l'autre, il est resté enfermé dans l'illustration. Et que ça pose bien le problème de l'adaptation des pièges possibles. Quand on croit trouver dans un roman, une nouvelle, quelque chose qui peut donner un film. Ça peut effectivement déraper. Et à cause par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que s'émanciper des formes classiques, d'adaptation, d'illustration et tout, c'est essentiel. Et l'audace de certains, de ceux dont on a parlé, comme Godard et Visconti, l'audace est toujours quelque chose qui ouvre un espace nouveau. Et c'est ça, fondamentalement, dans le cinéma qui est intéressant, c'est d'explorer des choses nouvelles, d'explorer des choses dont on ne soupçonne pas la portée et les possibilités que ça ouvre, quoi. Alors, pour revenir justement à cette problématique de littérature et cinéma, parce que là, depuis à peu près une bonne vingtaine d'années, un phénomène très étrange. Mais après, on va revenir justement à des écrivains qui vont écrire pour Hollywood. Mais ça, on va revenir tout à l'heure parce que c'était intéressant. Parce que Hollywood a tout essayé. Hein. Vraiment tout essayé, y compris de faire appel, on verra tout à l'heure, à des grands écrivains pour écrire des scénarios parce qu'ils étaient en panne de scénarios. Alors, depuis 20 ans, il y a un phénomène, ou presque plus de 30 ans maintenant, le cinéma en panne de scénario va adapter énormément de romans, hein, plus spécialement dans le monde du fantastique, de la science-fiction, pour beaucoup, ou de thrillers, etc., qui vont avoir un succès mondial. Et bien souvent, très souvent, il se passe un phénomène, c'est que le roman totalement inconnu, c'est-à-dire qu'il passe complètement à côté. Le romancier est enfoui
sous la célébration du film. Et le problème, c'est que c'est généralement des gros moyens qui sont mis en place, c'est la machine hollywoodienne, et ce sont pour beaucoup des metteurs en scène de renom. Je prends un seul exemple, Rosemary's Baby, de Polanski, Roman Polanski. Magnifique film, c'est un roman. Oui, oui. Et le roman, malheureusement, le romancier, ça l'a tué. L'adaptation de son roman a tué ce romancier, qui n'existe plus du tout maintenant. C'est-à-dire qu'il fait, je crois, un roman tous les 15 ans ou 20 ans. Alors qu'il était promu, et vraiment comme promis, je veux dire, quelque chose de très grand célèbre. Thomas Harris, pour Le Silence des agneaux, était à la limite, il s'en est sorti vraiment limite, parce que l'adaptation colle totalement, c'est même pas, alors j'ai jamais vu une adaptation aussi collante, j'ai lu le roman, j'ai vu le film, c'est même à la limite, même le dialogue est le même. On n'a même pas eu à se casser trop la tête, c'est page par page, ligne par ligne. Mais Thomas Harris a réussi à s'en sortir parce que je crois qu'il a été plus fin que les autres, plus malin, je dirais, plus rusé. Il sortait d'abord son livre, pour faire attendre, puisqu'on voulait toujours la suite de Hannibal Lecter. Et il sortait son livre et puis il disait, bon, les droits, dans 6 mois. C'est-à-dire, il laissait comme ça son livre un petit peu faire son chemin. Il s'en est sorti un peu comme ça. Mais les autres ont cédé leurs droits rapidement. Alors ça, c'est un problème, non? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des écrivains, on peut avoir du talent, et puis, assez rapide. Pour Harry Potter, c'était pareil. Hein. Oui. Elle a fait pareil. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des écrivains qui travaillent dans une perspective avec une stratégie par rapport au cinéma. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'on n'a pas créé depuis quelques années, justement, malheureusement, pour moi c'est un malheur, hein, des écrivains qui ne vont écrire que... Oui, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pour être juste adaptés. Oui, oui, ils placent cette perspective dans leur travail. Mais ce n'est pas toujours réussi. Le problème est là. C'est qu'un bon roman n'est pas forcément un bon film. Ça ne donne pas un bon film. Ouais. Les raisons sont multiples. Les raisons pour lesquelles on adapte un roman sont multiples. Des fois, il y a des romans qui sont adaptés, mais le cinéaste qui s'y intéresse, il n'y a qu'une scène qui l'intéresse, ou un profil de personnage. C'est tout. Mais il ne va pas prendre tous les éléments qu'il y a dans le roman. C'est que la logique cinématographique et la logique romanesque ne sont pas les mêmes. Tout à fait, ouais. Voilà. Alors, des fois ça colle, des fois ça colle pas. Des fois, le film est plus réussi que le roman. Oui, absolument. Ça existe aussi. La nuit américaine. Pas la nuit américaine, comment on appelle ça c'est le titre du roman, La nuit américaine, l'adaptation de Zulawski. Ah oui. L'important c'est d'aimer. L'important c'est d'aimer. Le roman, quand je l'ai lu, c'est franchement rien, quoi, vide. Ouais. Je demandais d'ailleurs comment a-t-il pu adapter, c'est même plus une adaptation en fait. Oui, oui, c'est vrai. Je crois qu'il a acheté les droits, puis après il s'est dit, bon, je laisse tomber complètement le roman, je fais complètement autre chose. Exactement. Bon, tant pis, j'ai fait une bêtise, j'aurais pu écrire tout seul le scénar. Oui. Et bien souvent, le film n'a plus rien à voir avec le roman. Du tout, du tout. Et donc, c'est un point de départ, c'est un point d'appui au départ qui permet de créer et d'inventer quelque chose qui va prendre son autonomie et qui va décoller de soi-même, quoi, qui n'a plus besoin de cet arrière-fond qu'est le roman. Alors on va faire un peu d'histoire, parce que Hollywood, à un moment donné, a essayé de ça, ce truc-là, c'est-à-dire, c'est le thème même du film d'il y a 15 ans, Le Dernier Nabab. Ouais. Last Tycoon, où on voit qu'à un moment donné, un grand nabab du cinéma, une grande major, bon, est en panne de scénar, il va faire appel à des écrivains. Faulkner l'a fait, pour écrire des scénarios. Et puis là, Hollywood se rend assez compte que c'est pas ça du tout, quoi. Eux, ils écrivent des romans, mais ils ne savent pas écrire des scénarios. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, encore une fois, le mécanisme du cinéma n'est pas le même. Faulkner a écrit, par exemple, un très beau film d'ailleurs. Il était au scénario, pas le seul, Le Grand Sommeil. Oui. Howard Hawks. C'est un film très complexe. Effectivement, là, disons la magie a pu se former. C'est rare. Hein. Il avait fait aussi Pylone, mais qui est un film très moyen en réalité. Voilà. Donc il n'y a pas d'équivalence nécessairement. Et tout est possible. Là, on voit bien que dans l'univers de la création,
il n'y a pas de recette possible. Voilà. Chaque film est un prototype, c'est-à-dire que chaque film est un cas. On ne peut pas répéter une opération, on ne peut pas standardiser la création artistique cinématographique. Chaque film est un cas. Alors, je reviens à vous, et pour le pain nu. Bon. Alors, parce qu'il y a eu une sorte de, comment on appelle ça, ça a commencé partout à parler des romans du type Le Pain Nu, commence à être connu, parce qu'au début, c'était pas du tout un roman connu, pas du tout, mais tout d'un coup, il a pris de l'ampleur, etc. Puis court tout de suite le bruit dans les milieux avisés. C'est inadaptable. Alors, je vais vous poser deux questions. Il y a, je le sais, des romans qu'on a tenté d'attaquer, hein, on a acheté les droits, etc. Et très vite, et pas des moindres, des cinéastes, des metteurs en scène, on dit, bon, laisse tomber, c'est pas possible. Je prends l'exemple de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Oui. 6 ans, personne n'a pu faire. On ne sait pas, on peut pas. Et pourtant, on l'a lu, on l'a relu dans tous les sens. On n'arrive pas à savoir comment on va. On va se casser les dents. Mais Le Pain Nu, c'était aussi un peu ça. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est une fausse bonne idée, par exemple, d'adapter Céline. Ouais. Parce que quel est le cinéaste le plus célinien? C'est Godard. Ouais. Voilà, tout simplement. C'était le seul qui aurait pu. Oui, mais de À bout de souffle à Bande à part, il y a du Céline. Oui, c'est Guignol's Band. Hein. Voilà. C'est Guignol's Band. Hein. Voilà. Donc, des fois, il faut avoir ce flair, et il l'a eu, lui, de ne pas chercher à faire Voyage au bout de la nuit, directement. Mais faire. Dans toute son œuvre, c'est distillé. Voilà. C'est mort à crédit. Voilà. Et alors. Mais il y en a qui s'entêtent, hein, cette histoire de vouloir, parce qu'il y a beaucoup de grands romans fabuleux, que chaque année, on dit attention, cette année, il y a tel grand metteur en scène qui va l'adapter, etc. Et puis c'est une catastrophe totale, parce que... alors je me suis posé la question, je sais pas, peut-être me répondre, Farouk Beloufa. Est-ce que un cinéaste, un petit peu comme justement a fait Zulawski, vaut mieux pas partir comme ça, après la lecture d'un roman, c'est une sorte de petite étincelle, il y a le troisième personnage qui vous intéresse, et puis c'est pas un roman connu, alors il vaut mieux faire, à partir de cela, et de construire dans sa tête un autre imaginaire, qui est l'imaginaire cinématographique, que comme ça se dire, bon ça c'est un grand roman, je vais m'y attaquer. Oui, mais la question de l'adaptation cinématographique, elle est reliée ici à la création esthétique. C'est-à-dire que pourquoi des cinéastes partent d'un roman? Ils partent d'un roman parce que ça met en route une machine. Et parfois, en entrant dans cette problématique, dans ce processus, il y a un moment où on dépasse le point de départ, c'est-à-dire ce qui faisait l'attrait au départ, et qu'on débouche sur des territoires différents, nouveaux. Il faut continuer, et on voit ensuite si ça a à voir avec le point de départ qui était le roman ou pas, ou ça n'a rien à voir. Mais effectivement, ça stimule. Le fait de partir d'un roman, ça stimule, ça met en route quelque chose et qu'on ne reconnaîtra plus. Du tout, oui. Oui, au bout. Et c'est la mise à feu, comme une fusée, quoi. Exactement. C'est une mise à feu, simplement. Voilà. Et il y a des cinéastes qui ont besoin de ça, qui ont besoin de partir de quelque chose de concret, voilà. Et d'ailleurs, c'est pas seulement au niveau du roman que ça peut être à partir d'un tableau. Oui. Ça peut être à partir. Il y a toujours eu une musique. Exactement. Une Alors chanson. il y a toujours eu cette histoire, on n'a jamais su exactement si c'était vrai ou si c'était pas vrai, etc. Mike Nichols, en faisant son film fameux, connu, Le Lauréat, Mike Nichols dit non, j'ai commencé à écrire le scénar du Lauréat. Et ensuite, Simon & Garfunkel, ceux qui ont chanté la chanson Mrs. Robinson, ont construit la chanson, et puis Simon & Garfunkel disent tout à fait le contraire, c'est-à-dire un jour il a entendu dans une soirée notre chanson qu'on venait juste de créer, qui s'appelait Mrs. Robinson, et tout d'un coup il s'est dit tiens, je vais construire à partir de cette Mrs. Robinson, qui n'a rien à voir avec la chanson, pratiquement, un film. mais là, je crois que ça n'a aucun intérêt de savoir qui a commencé. C'est l'œuf et la poule, quoi. On s'en fiche. Voilà. En tout cas, les deux sont réussis. C'est ça qui est magnifique. Ça, c'est quelque chose qui concerne la création.
De quoi ça part, on sera toujours surpris. Parce que... Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Non, parce que c'est l'œuvre finale qui est importante. Mais de quoi ça part, il y a une infinité de possibilités. Il n'y a pas de règle. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de règle. Ouais. Quelquefois, ça peut partir comme on dit, d'une gueule d'un acteur ou d'une actrice très belle dont le cinéaste peut tomber amoureux comme ça de façon platonique. Il veut faire un film autour d'elle. Exactement. Et donc il construit un roman. Ouais. C'est son propre roman qu'il construit dans sa tête, qui en même temps s'entremêle sa propre vie et lui. Le point de départ est futile. Et ça peut être quelque chose d'absolument, comment dire, d'une légèreté, l'insoutenable légèreté. Voilà. Et puis, quelque chose se met en route. Et là, quand ça se met en route, parce que la création, en fait, elle dépasse l'intention psychologique de l'auteur. Et quelque chose se met en route et on porte tout. Et on assiste à la création, à l'émergence de quelque chose qui est... Et d'ailleurs, il y a quelqu'un, puisqu'on parle d'adaptation dont il faut quand même parler, c'est 2001, Odyssée de l'espace. Oui, de Kubrick. De Kubrick. Ouais. Donc, alors, le roman existe, qui est un point de départ. Ouais, mais c'est... Clark. Hein, c'est le roman de Clark. Voilà, absolument. Le film est infiniment plus puissant. Bien sûr. Voilà. Là, on a aussi l'exemple de la créativité d'un cinéaste, partant d'un roman, mais qui transcende complètement tout ce qu'il y a dans le roman, quoi. Alors, c'est un très bon exemple, parce que Clark, évidemment, a eu, grâce à Stanley Kubrick, une énorme notoriété mondiale concernant un roman de science-fiction. Bon, Kubrick connaît sa folie, c'était pas question de faire un 2000... mais Clark a écrit un roman qui était la suite de 2001, 2010, Odyssée de l'espace, mais qui a été un fiasco total parce que il s'est même pas compris lui-même que l'histoire était close. C'était fini. Oui, et c'est-à-dire qu'il y a même un film, mais qui est insignifiant. Il est totalement ridicule. Il y a eu une adaptation, mais totalement ridicule. Bon, d'abord parce que c'était un vague cinéaste qui a voulu faire tome 2, quoi. Oui, bien sûr. Le retour. Il y a cette maladie aussi. Mais le film de Kubrick, c'est la première fois que le cinéma, ça fait partie de son accès à sa majorité, à sa maturité. C'est-à-dire que c'est un cinéma fait en studio, c'est que des... Comment dire, c'est de l'électronique, c'est du cinéma électronique, comme on en fait aujourd'hui beaucoup. Et il a créé un univers, il a montré que le cinéma pouvait explorer quelque chose qui concerne des mouvements dans l'espace, qui pouvaient concerner, filmer une intelligence, mais qui est insaisissable, qui est quelque chose qui appartient plus à ce qu'on a dans la tête, c'est-à-dire à l'imaginaire. Et il a parlé d'une intelligence dont toutes les religions essayent de parler. Mais lui, il en a fait un objet cinématographique et une caractéristique. C'est très spécifiquement cinématographique, la manière dont il parle de cette intelligence, et comment il la cristallise, et comment on y croit. Et il a inventé quelque chose au niveau du cinéma, à partir de la science-fiction, mais qui ouvrait un espace qui est complètement nouveau. Et bon, c'est pas le cas de tous les films de science-fiction, mais... Là, malheureusement. Mais là aussi, la question de l'adaptation, tout à coup, il y a quelque chose d'insoupçonné, quelque chose d'insaisissable, mais en même temps, tout le monde reconnaît cette chose-là. Enfin, tout le monde a une éducation ou dans son inconscient déposé des trucs... Universels. Voilà. Il y a un côté universel. De toute façon, déjà, dans le choix qu'a fait Kubrick de ses musiques, puisque ça commence ainsi par les Zarathustra, la musique, donc c'est bien, je veux dire, une pensée philosophique profonde, de deux grands philosophes, Zoroastre et Nietzsche, et puis à un moment donné, c'est le ballet magique de la vie avec la musique de Strauss. Et donc, là aussi, ce n'est pas gratuit, parce qu'il donne plusieurs types de discours, qui est... Mais il y a aussi la musique, et puis bon, ces ballets aériens. Il y a également une chorégraphie, c'est-à-dire il y a le ballet aussi. Et il y a quelque chose qui est pas typiquement, mais plus que ça, c'est-à-dire l'essence même du cinéma. C'est le passage entre, non pas l'Antiquité, mais la préhistoire, et le passage au monde moderne et futur,
entre l'os qui est jeté en l'air par le singe, des cavernes, ouais, et qui devient la nef, le vaisseau spatial qui... Mais qui est rond, lui, hein, le vaisseau spatial, c'est comme une sorte de cercle, mais ouais. une roue magique hindoue, pratiquement. Ouais. Quand on le voit, c'est ça. Mais ça, uniquement dans cet effet qui dure 2 minutes, même pas. C'est fini, le film est déjà... il a créé un autre monde, ça y est. Ouais. Et donc, et ce qui est génial aussi dans ce film, puisque c'est que le monde que nous connaissons, nous, qu'on appelle l'histoire, c'est-à-dire les 2000 ans, ou 3000 ans, ou je ne sais pas combien, et c'est complètement, comment dire, ça n'existe pas dans son film. Ouais. C'est complètement parce que c'est ramené voilà, parce que c'est minuscule depuis la création de l'univers. Voilà, c'est rien, c'est même pas un grain de poussière. Exactement. Et ça, c'est une audace dans l'écriture cinématographique. C'est quelque chose de vertigineux. Et c'est une audace. Et voilà comment un auteur crée sur un plan cinématographique, et surtout il donne au cinéma une fonction qui l'émancipe totalement, qui en fait un art majeur. Absolument. Il nous reste que quelques minutes, Farouk Belloufa. J'aurais voulu que vous me disiez un petit peu si vous avez des projets en tête, au moins, même si ce n'est pas des projets qui sont en train de se concrétiser, mais des projets en tête. Oui, mais je ne peux pas... ce serait trop long. Oui, non, et puis je peux pas... Je serais incapable d'en parler, puisque c'est des choses qui sont encore à l'intérieur. Voilà. Respecte avec... Mais je termine un court-métrage, par contre. Voilà, très bien. Que j'espère terminer bientôt. Voilà. Alors, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, vous voyez bien que la question de l'adaptation écrit, monde du cinéma, comment voudriez-vous que je conclue? Je conclurai par oui, il faut continuer à lire énormément. Oui, il faut continuer à aller au cinéma, parce que ce sont deux arts qui peuvent se compléter, mais qui sont tous les deux majeurs. Et surtout, quand vous voyez un film, ne dites pas « je ne lirai jamais son livre », parce que parfois vous seriez surpris de voir que le film est totalement raté et le roman magnifique. Et parfois aussi tout à fait le contraire, c'est-à-dire un roman totalement décevant, et puis avec un metteur en scène de génie qui a pu comprendre peut-être une essence d'âme qui a pu échapper à l'écrivain, qui était au-delà de sa propre compréhension, je dirais, ou de sa propre conscience. Voilà. Alors, c'est la seule conclusion, Farouk? Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enfermer dans une formule quelconque. Il faut rester ouvert. Tout est possible. Merci beaucoup, Farouk Belloufa. À très bientôt à Alger. Et puis, on attend votre court-métrage avec impatience. Merci. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Allez, à la semaine prochaine, même jour, même heure, même punition. Bonsoir.